Et je vous propose d'écouter maintenant le rapport moral de notre secrétaire général, Frédéric Di Meglio. Mesdames et messieurs les présidents de clubs associatifs, mesdames et messieurs les responsables de structures commerciales, chers membres de notre fédération, vous tous qui êtes ici, présidents de clubs, responsables de SCA, élus d'organismes déconcentrés, élus des commissions d'activité, tant au niveau national que régional, voire départemental, vous tous, licenciés, soyez fiers de porter notre fédération vers le futur, vers l'avenir. Je vous présente ici, comme d'habitude, un bilan, le bilan d'une année écoulée dans l'exercice de ce poste national. Alors, c'est toujours un récit collectif, oui, collectif fédéral, où de nombreuses personnes agissent en coopération. Ce fut pour moi une année de coordination, d'écoute, d'engagement en soutien de notre président pour aider à arbitrer, aider à se réinventer, aider à agir au sein de notre grande communauté fédérale plurielle, car il ne faut pas rester sur l'acquis, il faut savoir changer. La fédération ainsi a essayé de sortir de certains de ces stéréotypes. Elle a donc réfléchi, cherché à comprendre pour inventer de nouvelles solutions. Soyons toujours habités par ce besoin de sens et de pourquoi, pour vouloir et pouvoir avancer. Osons ainsi en permanence l'action, mais aussi l'ambition. Pour ce rapport, un maître mot, comme toujours, celui d'engagement. Nous l'aborderons comme de coutume à divers niveaux au sein de ce rapport. Alors tout d'abord, engagement au niveau des clubs et des licenciés. L'année 2015 a été une année tourmentée pour notre France, tant de la situation économique nationale aux attentats monstrueux de Paris. Il est vrai qu'une fédération sportive est bien peu de choses à côté de tout cela. Mais elle a un rôle à jouer. Ce rôle, il est important. Nous avons tous un rôle à jouer. Être licencié, c'est un engagement de parler solidaire au nom du plaisir d'être sous l'eau. C'est ce qui nous lie. Nous verrons plus loin ce principe de citoyen du sport, car nos activités de loisirs, nos activités de compétition offertes par nos structures, toutes nos structures, sont un terreau de promotion des valeurs du vivre ensemble. Tous nos clubs, qu'ils soient associatifs ou commerciaux, sont une des essences de notre fédération. Ils délivrent nos licences et participent ainsi en très grande partie à la qualité de nos brevets. Qu'en a-t-il été pour la saison fédérale 2015 ? C'est donc le temps du bilan. Bilan de nos brevets. D'abord nos structures, un total de 2495 structures, à peu près stables, qui se répartissent en 2074 clubs associatifs et 421 SCA. Comparativement aux dernières années, stabilité des SCA, mais attention, une mini-baisse des clubs. À noter. Les licences de la saison 2015. Comme vous le savez, nous avons stabilisé la chute des licences des 2 dernières années, alors que de nombreuses hautes fédérations sportives continuent à baisser et à souffrir des effets du contexte économique de l'activité. Il existe toujours, depuis plusieurs années, une tendance très marquée à une prise précoce de la licence dès le 15 septembre. Pour moi, je considère que c'est un signe de confiance dans nos associations. Mais l'érosion commence début d'année, début janvier. Au fil des mois, vers la saison estivale, il y a donc une érosion comparativement aux années passées, par rapport aux belles années, à savoir 2010, 2011, 2012. Globalement, le chiffre des licences pour cette saison fédérale a été 144 108, il faut le dire. Un petit peu moins que l'an dernier, mais c'est stable. L'on retrouve toujours les pourcentages classiques de 31% de féminines. Intéressant, il y a une disparité des régions, puisqu'on va de 26% à 34%. La féminité n'est pas partout pareille, donc. 8% de juniors, 4% d'enfants. Ça reste stable, ça. L'analyse détaillée des licences sur le plan territorial, donc des territoires, reste intéressante.
surtout si on la couple avec une analyse détaillée temporelle. Donc territoire et aussi de façon temporelle, comparative région par région. Il y a des disparités significatives pour cette année, en particulier concernant l'impact de l'opération primo-licence. Jean-Louis, vous avez dit que j'allais vous en parler un peu plus. Elle démarrait, vous le saviez, le 1er mai dernier. En valeur absolue de ce qu'on appelle de cette première licence, pour la période 1er mai, 14 septembre, le comparatif sur cette grande période estivale pour 2015 nous donne une augmentation. 11 193 licences sur cette période, alors que l'année précédente, nous avions 10 440. Donc une croissance, alors que tout, depuis plusieurs années, montrait que nous devions baisser à ce moment-là. Donc il y a une inversion, une réelle croissance, alors que depuis plusieurs années, sur cette période, il y avait une baisse. Les régions qui ont augmenté en primo-licence sur cette période sont celles que l'on retrouve souvent au top des augmentations globales de licences sur l'année. 3-4% de plus. Les régions qui ont baissé en licence sont celles qui ont baissé en prise de primo-licence sur cette période estivale. Donc l'effort sur la primo-licence peut payer, à condition de relayer fortement, je dirais, cette opération. Pour cette primo-licence, qui était donc l'allongement en durée de la première licence, qui allait une année plus loin. Ceci a été associé au pack plongeur niveau 1. Carte offerte, livret gratuit, b.a.-ba du niveau 1 en abrégé, donc démarche active et volontaire, on est bien d'accord, qui se préoccupait de l'évolution commerciale, concurrentielle sur le marché de la plongée. Oui, il y a une évolution concurrentielle, nous ne sommes plus les seuls sur le marché de la plongée, en particulier pendant la saison estivale. C'est ainsi, dans la période estivale de la saison 2015, alors que nous aurions pu chuter gravement, avec donc un bilan de licence mauvais, et créant donc une dégringolade, le contexte de la primo-licence a permis de stopper, je dirais, cette baisse. Certains se sont émus disant « mais si on fait des primo-licences, on va chuter énormément l'année qui suit ». Ce n'est pas aussi simple. Globalement, on sait qu'il y a 30% de renouvellement des licences chaque année. Mais dans le cas de la primo-licence, l'étude qui avait été faite avec le trésorier général montrait qu'on avait 15% de renouvellement. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait une licence pour la première fois avait 15% de chance de la reprendre l'année suivante. Donc le fait d'allonger la durée de la licence pourra permettre peut-être à certaines personnes de s'incorporer davantage dans la fédération et d'y trouver des avantages. Donc le fait d'avoir créé la primo-licence n'hypothèque pas la durée, je dirais, pour le futur, comme cela a pu être évoqué. Autre élément intéressant sur cette analyse des chiffres des primo-licences, on pouvait croire que ça allait être que des niveaux 1. Non. Seulement 60% des primo-licences correspondent à un passage de niveau 1. Donc on a eu 40% de gens qui n'ont pas passé niveau 1, qui ont fait autre chose. Et on a vu des dossiers du genre quelqu'un qui était niveau 4 à NMP et qui a dit « tiens, je vais à la fédération » puisqu'il y a une opération licence et qui a pris une primo-licence. Donc on voit qu'on a eu un impact qu'on n'avait pas prévu, nous, politiquement, mais qui n'est pas négatif parce que ça nous a permis d'avoir des gens en période estivale qui ne seraient pas venus. Autre élément, toujours au service des clubs, des licenciés, je vous rappelle notre vestiboutique à découvrir lors de l'AG. Merci chacun d'y passer. Nouvelle gamme vestimentaire qui a été repensée avec de nouveaux tissus, de nouvelles textures, de nouveaux graphismes. Faites-vous plaisir, pas seulement sur l'eau, mais à la vestiboutique. Au service des plongeurs et des sportifs subaquatiques. Je vous rappelle aussi le fanpage Facebook. Nous sommes pratiquement à 10 000 fans pour le Facebook Plongée FFSSM sur les réseaux sociaux, créé depuis 2013. Alors, un post quotidien, puisqu'il y en a 6 par semaine, entraîne en général 3 000 à 30 000 posts. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 personnes qui, sur une journée, vont aller regarder un simple post sur Facebook. Alors oui, Facebook, c'est rien, mais c'est tout, ça crée du lien. Je vous rappelle un peu ce que nous avions un peu émis comme objectif de ce Facebook. C'était générer notre meilleure visibilité de la fédération, améliorer l'image de proximité moderne. En un mot, la fédération est proche de vous. On est tout à fait dans cette dynamique-là. Deuxièmement, c'était créer une interaction régulière
pour mieux fédérer la plongée et les sports subaquatiques. Il n'y a qu'à voir, quand on met un post, les gens qui s'animent, il y a 50-100 personnes qui vont mettre des commentaires. C'est amusant de voir ces commentaires. Ça demande du travail de la part de ceux qui s'occupent de ça, c'est vrai. Autant François que moi et notre webmaster qui répondons. Troisième élément dans ce Facebook, c'était relayer de l'information pour la communauté des plongeurs et toujours garder le leadership sur cette communauté. C'est le cas de la Fédération française d'études et sports sous-marins, numéro 1 en France. Ce vecteur de communication de ce réseau social répond bien aux objectifs que nous avions définis en 2013. Engagement maintenant au niveau de nos OD, au niveau de nos organismes déconcentrés. Alors, je ne parle pas de la diffusion rapide des décisions de la politique fédérale, je voudrais parler ici de l'efficacité en communication interne. On est dans la communication interne, on est mauvais encore en communication externe. Communication interne vers nos organes déconcentrés. Information loyale, claire, assez rapide, un peu moins en ce moment. Subaqua intervient aussi pour apporter des informations éclairées. Je m'astreins tous les 2 mois à rédiger 2 mois d'action fédérale. C'est un moyen pour nos OD, pour nos présidents de clubs aussi, je dirais, de faire un trait d'union entre le siège national et ses membres, qui sont ces clubs et ces organismes déconcentrés. Tout cela permet de mieux vivre, de mieux faire vivre nos décisions nationales et permet à tous les dirigeants et cadres de la fédération de se les réapproprier. Sur cette année 2015, concernant nos OD, je vais mettre en avant 3 engagements nationaux qui impactent nos organismes déconcentrés. Politique de développement durable, avec la diffusion d'une newsletter tous les 2 mois, nous en sommes à la 12e. Notons, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance au plus haut niveau de l'État du rôle de nos clubs et comités dans la sensibilisation à l'environnement. Notre ministre du ministère de l'Environnement et de l'Énergie de la Mer, ce qu'on appelle le MEM, avant c'était le MEDE, vient de signer en février avec notre président donc cette convention cadre sur 3 ans, où elle reconnaît le rôle de la fédération en faveur de la protection du milieu marin, de son implication dans la connaissance et dans l'éducation à l'environnement. Pourquoi j'aborde ce dossier pour nos OD ? Car cette convention, elle rejaillit sur nos OD pour faciliter leurs relations, influer sur les politiques publiques et devenir des interlocuteurs privilégiés de premier plan avec les institutionnels dans cet axe de prospective de développement durable. J'ai pu le noter récemment sur un dossier que je suivais personnellement, qui était le dossier de la charte du parc national des Calanques, premier parc périurbain européen et 3e au niveau mondial, sur lequel charte, effectivement, la position de la fédération a été prévalente et a permis de faire changer un certain nombre de choses. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Deuxième élément concernant nos OD que je voudrais mettre en avant, c'est la concertation au sein du Conseil des régions, avec la volonté de valoriser nos régions, de mieux faire vivre ce Conseil des régions. Il a été réalisé un week-end de travail à Bordeaux, exclusivement dédié donc aux régions en octobre 2015. À refaire. 3e dossier concernant nos OD, politique du CNDS et nos OD. Pour les régions, pour les départements, c'est l'heure des travaux du CNDS. Table ronde de travail demandée par la direction des sports qui vont permettre effectivement d'avoir des subventions, on pourrait dire en régression. Pas tant que ça. Pourquoi ? J'ai été frappé en regardant tous les dossiers des fédérations sportives au niveau national de voir comment le mouvement sportif vis-à-vis du CNDS et comment se plaçait la Fédération française d'études du sport sous-marin. Vous savez, vous les OD, que globalement dans les chiffres, il y a d'une part ce qu'on appelle la partie structurante, la partie dite structurelle de soutien à la discipline, c'est la formation, c'est les compétitions. Inévitablement, c'est quelque chose qui va se réduire année après année. C'était au départ la partie forte des demandes de CNDS. Il y a la deuxième partie sur laquelle je vous engage à réfléchir de plus en plus, ce sont les thématiques qui changent, pas toutes les années, mais qui varient pas mal d'année en année. Et c'est important de réfléchir sur ces thématiques. Alors, je reprends la partie structurelle. La partie structurelle, quand on regarde, les fédérations, notre fédération a eu peu de variations, alors qu'on pouvait attendre avoir une baisse, alors que d'autres fédérations ont une vraie baisse dans la partie structurelle. Tout simplement, on est dans le relais, je dirais, du plan citoyen du sport. Dans le plan citoyen du sport, il y a un élément, c'est « j'apprends à nager ». Alors oui, on n'est pas fait pour apprendre à nager, nous, la fédération sportive d'études et de sport sous-marin. Par contre, on aide à apprendre à nager avec le plaisir et sous l'eau.
Et donc, c'est un élément important qui explique, à mon analyse personnelle, un élément qui, sur le plan structurel, a permis de ne pas réduire les subventions dites structurelles. Deuxième dossier, sur le CNDS, les parties thématiques. Je vous engage à y réfléchir parce que correction des inégalités d'accès à la pratique et à le handisub, qui marche bien dans notre fédération, qui est très développé, c'est un élément. Les territoires prioritaires est un autre élément concernant, je dirais, la correction d'inégalités des accès à la pratique. Deuxième élément thématique, action sport et bien-être en faveur de la santé. Là encore, il y a des réflexions sur lesquelles vous pouvez agir pour développer cette partie-là. C'est très facile. Troisième élément, sécurité et protection des pratiquants. Il n'y a pas de secret, ça, nous maîtrisons. Quatrième dossier thématique, éthique et citoyenneté, tout nouveau. On est là encore dans le prolongement du plan citoyen du sport. Pensez-y, si vous n'avez pas pensé cette année, pensez-y pour l'année prochaine, parce que ça sera toujours actif. À part création d'emplois, c'est un grand domaine de la part de l'État. Engagement maintenant au niveau du comité directeur national et du siège national. En préambule, je tiens ici à saluer le travail des divers services du siège national, secrétariat, informatique, comptabilité et communication, ainsi que Subaqua. Je les côtoie 2 jours par semaine tout au long de l'année et je souhaite les honorer dans mes propos. Je tiens aussi à transmettre ici toute l'estime que j'ai envers les présidents des commissions nationales avec qui j'échange régulièrement. Je mets en exergue, avec une sincère émotion, pour les présidents de commissions nationales, le souvenir de l'ami et du médecin que fut Éric, notre président de CMPN. Je salue ici mes divers collègues du comité directeur national, en particulier notre secrétaire adjoint. Que tout cela continue en ce sens pour l'année restante et pour la fédération de demain. L'établissement des programmes et des ordres du jour détaillés se font depuis toujours avec notre président. Comme les années passées, chaque CDN est un défi de temps, de gestion. Nous y arrivons chaque fois, grâce à une discipline. La discipline des discussions au sein du groupe, sous la direction du président, et la bonne préparation des dossiers permettent une réelle efficacité. Sauf peut-être hier soir. Mais il n'y avait pas d'ordre du jour. Donc il faudra en mettre. Nous avons eu depuis l'AG de Lyon 4 comités directeurs nationaux complets. Je ne vous donne pas les dates. Le rédactionnel de ces procès-verbaux de réunions nationales sont diffusés au public, se veulent toujours être transparents et exhaustifs. Je m'y suis engagé depuis 2009. Sur les dossiers nationaux concernant le comité directeur national, je salue ici certains membres du comité directeur qui ont géré très efficacement, durant la saison écoulée, de grands dossiers. Je salue ici leur efficience et efficacité. Alors je vais citer quelques chantiers réalisés sans notion de prévalence. Bon, bien sûr, les championnats de France multi-activités en mai à Chartres, les RIP 2015, plongeurs du futur en octobre, le stand au Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille, fin octobre, les assises nationales des pêches de loisirs en novembre à Martigues, les vagues successives de labellisation de nos structures EOD, je crois qu'on est à la 5e vague, à travers le label Ecosub grâce au comité de suivi, le dossier féminisation avec le trophée des activités subaquatiques responsables, dont la plupart des trophées ont été remis officiellement en janvier 2016. Le dernier trophée a été remis tout à l'heure lors de la réunion avec les OD pour la Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvait pas être là en janvier. L'adhésion au comité France de l'UICN, Union internationale conservation de la nature. Le concours photo national Récit français corallien d'outre-mer, réalisé en novembre-décembre au Salon de la plongée de Paris et remise des prix, avec l'IFRECOR, avec lequel nous travaillons, l'organisation, qui est toujours une véritable aventure, un véritable succès, du village fédéral du Salon de la plongée de Paris en janvier. Et enfin, l'encyclopédie, je dis bien l'encyclopédie et le millefeuille permanent du développement durable. Je mets en aparté, parce que je vais en reparler tout à l'heure, pour 2015, le dossier citoyen du sport. L'engagement au niveau des commissions nationales. À travers ça, c'est l'engagement de tous nos plongeurs, palmeurs, apnéistes, hockeyeurs, hôtes sportifs subaquatiques. Le président a rendu honneur à tous nos champions qui ont brillé, rendu aussi honneur à l'esprit et au souffle qui anime notre fédération, en particulier celui du mondial indoor d'apnée à Mulhouse en juillet dernier. C'est mon rôle, par contre, de secrétaire général, de saluer ici les organisateurs de l'ombre de cette belle aventure et réussite, car sans eux, la vague n'aurait pas pu avoir la beauté de l'écume. Merci à eux. Dans le cadre du sport, je voudrais saluer personnellement ici
le bénéfice réel ajouté d'avoir un DTN qui soit au cœur du développement de nos activités sportives de compétition. Son expérience et son cadrage nous sont vraiment bénéfiques. Alors, nos commissions nationales, bilan des cartes, c'est traditionnel rendez-vous du secrétaire général. Pour cette année civile, au 1er janvier 2016. On sait, notre diversité, elle est très riche. C'est bien, car c'est dans nos différences qu'on construit notre fédération. Ce bilan des certifications de nos commissions d'activité pour l'année calendaire écoulée est riche en enseignements. Il traduit votre implication des cadres, des moniteurs, des entraîneurs et l'énergie des clubs, de tous nos clubs, de vos clubs. Le total des certifications indique par contre à nouveau une petite baisse. 65 600 cartes, je résume, alors qu'il y en avait 67 700 en 2014 et 70 000, on va dire, en 2013. Pas de défaitisme. Souvenez-vous, 2009, 60 000 cartes. 2008, 54 000 cartes. Donc oui, on a régressé depuis 3 ans, mais ce n'est pas du défaitisme. Comme de coutume, c'est notre commission technique qui assure le trop-plein de ces certifications, avec un total de presque 57 000 cartes, soit 87% de nos brevets. Mais petite régression linéaire depuis quelques années. On le sait, on en a parlé. Demain, il vous présentera davantage ces points-là. Parmi les autres commissions, la palme revient toujours à l'apnée. Oui, à l'apnée, plus de 5500 cartes. Mais attention aux initiateurs. On en avait parlé lors du dernier comité directeur. Parmi les autres commissions, la palme revient aussi à la commission bio-environnement qui reste toujours très stable. Et ça, c'est important. Je souhaiterais mettre en avant pour notre commission bio-environnement 2 outils excellents de sciences participatives qui sont bien sûr Doris et BioOps. L'année 2015 a vu la création d'un nouveau site pour Doris à V4 avec un effort financier réalisé par la fédération en partenariat avec l'Agence des aires marines protégées et avec un gros travail de certains membres de la commission bio-environnement et un gros travail de certains membres aussi du politique national. Alors je rentre dans le détail de notre commission technique, juste pour un point. Les brevets niveau 1. Vous savez que depuis 2011, on avait plus de 1000 brevets niveau 1 qui baissaient chaque année. Cette baisse s'est interrompue enfin pendant la saison estivale de l'opération Primo-Licence, couplée aux plaques niveau 1. N'oublions pas que c'est la porte d'entrée de nos futurs plongeurs qui vont rester. Pas toujours, puisqu'on a vu qu'il n'y en avait que 15% qui allaient rester. Dans l'analyse des dossiers, des brevets, on voit qu'il y a une érosion qui persiste sur les brevets dits à l'air, sauf pour les cartes concernant les aptitudes. Les aptitudes relatives au code du sport, ça marche très bien. Depuis toujours, je suis frappé, le PE40, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. L'arrivée du nouveau PE12, le président en a parlé, le président de la commission technique en parlera demain. Je salue son entrée parce qu'elle va à nouveau se développer cette année. Les chiffres du niveau 4 doivent nous préoccuper, c'est une réalité. Alors que l'érosion du MF1, lui, a pu être stoppée, probable action positive que je salue ici, des réaménagements réalisés par notre commission technique nationale. Engagement sur un plan plus général pour mieux communiquer. Alors, on communique bien en interne, on communique mal en externe. Alors en interne, citoyen du sport, je m'engage. Le plan citoyen du sport, je vous avais dit que j'allais vous en parler. Il a été installé par l'État avant l'été, avec une obligation, Jean-Louis vous l'a dit, de déclinaison par les fédérations sportives. Le sport n'est-il pas un des outils les plus formidables sur le plan éducatif? C'est vrai. De mixité sociale et porteur de valeurs. Après le plan quadriennal de féminisation du début de l'Olympiade, ce plan citoyen du sport s'impose pour cette fin d'Olympiade. Une affiche a été finalisée, travaillée par le secrétaire adjoint, avec un groupe. Une affiche dédiée à la citoyenneté à la fédération. Elle avait mis en avant des 4 grandes valeurs de notre fédération. Plaisir des pratiques des activités subaquatiques de loisirs. Respect de l'environnement, des autres et de soi-même. Partage au sein de notre communauté fédérale plurielle. Dépassement de soi dans la pratique de la compétition. Alors, au titre de ce plan citoyen du sport, voulu par le ministère, petit rappel sur un document qui a été envoyé par la fédération récemment concernant le service civique. Je vous le rappelle, document qui a été envoyé aux OD et aux clubs. Beaucoup peut-être ne l'ont pas encore lu. Je vous sensibilise parce qu'il faut le lire assez vite. La lecture est intéressante et votre retour rapide sur ce sujet est important pour la fédération. Donc pensez à regarder vos mails. Vous avez OD et club, justement un document sur le service civique. Et si vous ne l'avez pas, vous envoyez un mail à la fédération, on vous le renverra.
Concernant la communication, toujours on est dans l'interne, le site web. Après l'an dernier à Lyon, nous avions annoncé donc la parution du site web subaquois lors de l'AG de Lyon. Faute de pouvoir repenser tout notre site national pour des raisons financières, 2 progrès ont été mis en place. Le premier progrès, Jean-Louis vous en a parlé, c'était l'espace Coin des pros, qui simplifiait un certain pratique pour nos pros qui avaient des difficultés à rentrer dans le site, mais beaucoup de gens ont des difficultés à rentrer dans le site. Il est trop riche, ça on le sait. Le deuxième progrès est en cours de réalisation. Donc il n'existe pas encore, mais il va être réalisé ces prochains mois. Ça fait plus d'1 an que je plaidais pour que ça puisse se développer. On a eu l'accord financier. C'est développer une rubrique recherche d'un club de façon plus facile, plus conviviale, plus sympathique sur notre site web, en particulier avec une mise en place d'une géolocalisation efficace. Donc ça, enfin, ça fait 1 an que je le quémandais, ça a été accepté, et donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour que ça soit mis en place avant l'été. Communication externe, un gros dossier sur lequel je travaille depuis le mois de juin dernier, c'est le code de la plongée. Code, c'est un acronyme. Alors, travail en partenariat avec le ministère des Sports. C'est quoi cet acronyme du mot code ? Code, ça veut dire C comme comportement, O comme organisation, D comme développement, E comme environnement. C'est une société qui, peu importe son nom, c'est une société qui, dans certains univers de nature et du sport, a développé ce type de collection, donc cadrée par cette démarche du code, et donc il y a eu, la volonté, en particulier de ma part, de développer un code de la plongée qui est orienté, pas vers nous, mais vers un grand public non captif, qui ne connaît rien à la plongée. Et donc, ces livrets vont être diffusés, ces livrets donc dans un univers sport de nature, vont être diffusés dans des magasins de sport généralistes, pas dans les magasins purement de plongée. Eux, c'est du captif. Dans des magasins généralistes qui traitent de natation, de sport en général. La finalisation du dossier s'est faite, ces derniers jours. Ça va être mis en ligne, commencer à être mis, dans ces magasins de sport à partir du mois de mai pour la saison estivale. 5 de nos régions fédérales ont accepté d'être nos partenaires pour financer ce code, et je les remercie. Et 3 de nos partenaires historiques, AXA Lafont, Scuba Pro et le Salon de la plongée, ont aussi participé financièrement. Pour terminer, je dirais qu'une AG, elle est là pour rassembler. C'est son principe fondamental de base. Comme les maillons d'une chaîne. Une chaîne, elle n'existe que parce qu'il y a des maillons. Et si ces maillons ne sont pas l'un dans l'autre, la chaîne n'existe pas. Cette chaîne, elle nous lie, elle nous joint. Je tiens ici à remercier le CODEP de Haute-Vienne, Seb, son président, avec qui nous travaillons depuis maintenant plus d'1 an. En réalité, ça fait 3 ans qu'on avait envisagé l'idée de cette AG à Limoges. Je remercie tous les bénévoles, qui ont organisé cette AG, parce que sans eux, nous ne serions pas là. Pour notre futur, voici donc l'information suivante, comme c'est chaque année. L'AG nationale 2016, qui sera élective, vous le savez, va se dérouler à Dijon, dans cette toute nouvelle région en devenir, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on vous retrouvera là, dans 1 an. Une assemblée générale, c'est un lieu de rencontre, de débat, un lieu de démocratie représentative, mais aussi un lieu de démocratie participative. Représenter, participer. Ici naissent des projets. Ce matin, des projets sont nés. Des idées vont se féconder, vont avancer. De nouveaux regards se dévoilent. C'est ça notre fédération de demain. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a toujours une belle humanité au sein de notre fédération, qui est souvent silencieuse, mais qui vaut vraiment la peine que l'on avance sans relâche pour faire avancer. Je vous remercie de votre attention.